Donc moi, je suis Florian Auger, je suis le fondateur et le directeur du design de l'agence Outercraft. Déjà, je voudrais remercier la NRT et la chère Bali de m'avoir invité pour partager notre expérience. Merci également à Myriam et à Aurélie pour les keynotes précédentes. On arrive à Outercraft, on a un petit peu la brique entre les deux, c'est-à-dire que le transfert vers l'industrie, c'est probablement par notre agence ou par des agences similaires, par les marques qu'il va s'opérer. Et donc, on va s'inspirer des travaux de recherche. On n'est pas des chercheurs, on est là pour être sur l'innovation, on va s'inspirer de ces travaux et on va ensuite avoir besoin de l'ingénierie, on va avoir besoin des recherches appliquées en termes de process et en termes industriels pour pouvoir amener tout ça sur le marché. L'idée derrière tout ça, c'est une innovation. Elle a de l'intérêt, ou du moins, elle a surtout de l'impact à partir du moment où elle va toucher son marché, à partir du moment où elle va être utilisée à grande échelle. Alors là, je ne suis pas sur ma présentation. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. C'est celui-là ? Ça, c'est la flèche du haut. Et ça, c'est la flèche du bas. Ok, d'accord. Pourquoi pas? C'est quand même vendu dans le commerce et tout le monde se fait avoir. Donc c'est là qu'on dit qu'il y a... Leurs concurrents probablement marchent mieux. Ouais. S'ils ont une seule fenêtre. Voilà, donc juste pour vous introduire, donc, Outercraft, pour vous permettre de situer les exemples dont je vais pouvoir vous parler à la suite. On est une agence de design global spécialisée en produits hardware, c'est-à-dire qu'on va accompagner les marques à amener leur innovation sur le marché, surtout à préparer leur offre pour les besoins du futur. Le monde change, les marques sont obligées de changer pour s'adapter à tout ça. L'objectif, c'est de comprendre les besoins des utilisateurs à l'avenir et de faire évoluer l'offre dans le bon sens. C'est là où on va avoir besoin d'innovation et c'est là où on va faire appel à différents domaines. Donc nous, les domaines qu'on a à l'agence, ils vont être ceux de la stratégie, de comprendre une stratégie d'innovation, de comprendre comment est-ce qu'on amène un produit sur le marché, du design industriel, du prototypage et du branding. On a la chance de travailler avec des grandes entreprises comme Decathlon, avec des entreprises comme Hermès, comme Zodiac Nautique, comme Millet, comme Rip Curl, mais également avec des entreprises plus petites, avec des startups, avec des PME, comme DAB Motors, comme Voltaire Design, qui était là ce matin également. Vous avez peut-être vu certains des produits qui sont passés par l'agence. On a que vous pouvez voir en bas à droite le concept I de DAB Motors, qui est une moto électrique. Vous avez la selle de Voltaire qui est du coup en bas à gauche, les planches de Decathlon, qui est une gamme que vous voyez beaucoup sur les plages en ce moment, une gamme débutant sur laquelle on a eu la chance de collaborer avec les équipes de Olayan. Et après, on a fait des pièges à souris, on a fait des tapis de yoga, on a fait des purificateurs d'air. Je vais vous parler de certains de ces projets. Et on aide également des entreprises internationales, comme des entreprises chinoises qui veulent mieux connaître leur marché, qui veulent arriver avec une innovation précise et surtout augmenter le potentiel du travail ensuite d'ingénierie et de développement qu'ils vont réaliser pour être sûr de bien toucher leur marché et de récolter le succès commercial et l'impact de leurs innovations. J'ai choisi quatre cas d'usage, vu que la thématique était sur la durabilité, sur l'évolution de la filière textile. Comme vous l'avez compris, on fait beaucoup de produits hardware, donc des produits qui ne sont pas forcément issus du textile, mais il y a beaucoup de passerelles entre les deux, donc j'ai décidé de vous parler de ces produits-là pour voir si ça peut inspirer aussi des évolutions de comportement dans l'industrie du textile. On commence à travailler avec l'industrie du textile. On n'est pas fermé en fait sur des technologies, mais on s'ouvre un maximum de technologies pour répondre à ces usages. Donc ça nous arrive également de travailler sur les matériaux souples, autant que ce soit en bagagerie que sur de l'habillement, avec une approche de design industriel. Le premier point, qui est souvent amené quand on parle de durabilité ou quand on parle d'impact environnemental, ça va être le site de production. Donc est-ce qu'on peut fabriquer en France? Est-ce qu'il y a de la valeur, bien sûr, si notre marché est en France et c'est le marché local, parce que si c'est fabriqué en France pour vendre en Asie, ça n'a pas plus de sens que de fabriquer en Asie pour vendre en France. Et donc, en réduisant l'impact du transport sur le bilan carbone, sur le cycle de vie du produit, on va réussir à améliorer son impact. Mais on va également relocaliser la valeur. Et vous verrez que l'ensemble de ma présentation traite assez régulièrement de la valeur, parce que dans le processus commercial, forcément, si on veut
amener quelque chose de nouveau, il faut s'assurer que cette nouveauté, que la valeur de cette nouveauté soit perçue et que le surcoût associé à cette nouveauté soit financé pour pouvoir continuer à avancer sur le projet. Le Made in France, comme vous le savez tous, c'est un sujet qui peut paraître pour le grand public assez simple et assez naturel, mais que dans la pratique, c'est bien plus complexe. On sait très bien que si on produit en France un produit équivalent à un produit avec une main-d'œuvre à bas coût, on sera forcément naturellement plus cher. Que pour pouvoir rendre ce produit viable d'un point de vue commercial, il sera également plus cher en termes de prix de vente. Et pour pouvoir permettre un produit plus cher, il faut que sa valeur perçue soit supérieure également. Donc le levier principal pour faire évoluer ces modes de consommation, c'est comment est-ce qu'on va réussir à créer de la valeur perçue. Le piège numéro 1, c'est de penser que si on fabrique en France, ça va avoir de la valeur pour les utilisateurs finaux. C'est pas que ça n'a pas de valeur, parce que si on interroge les gens, ils vont toujours trouver mieux qu'on fasse en France. Mais s'il faut réellement payer plus cher, et on le voit dans les comportements d'achat, et plus nous, à chaque projet, on va re-questionner les utilisateurs, on fait beaucoup de panels, mais on voit que ça passera quand même bien au second plan, et ce serait vraiment prendre un raccourci que de se dire que sous couvert de sustainability en général, les gens seront capables de faire un compromis sur le prix, sur les performances ou sur l'esthétique. Donc c'est comment est-ce qu'on va réussir à créer de la valeur d'une autre manière pour rendre possible cette fabrication française. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, enfin ce qu'on appelle chez nous vraiment la valeur émotionnelle, la valeur d'affect. Pour illustrer ce cas, je vais vous présenter un projet qu'on a mené à l'agence avec une entreprise qui s'appelle Hercule Studio. Donc Hercule Studio, c'est une très jeune entreprise qui venait nous voir pour lancer leur premier produit. Ils savaient qu'ils voulaient aller sur le marché du fitness et qu'ils voulaient amener une nouvelle vision autour du fitness. On était juste post-Covid. Les salles de sport étaient fermées et ils voulaient réconcilier les intérieurs avec le matériel de sport. Leur constat, c'était que le matériel de sport, on fait son sport, ensuite on le range bien caché dans un placard et surtout on ne veut pas le laisser visible. Je pense que vous avez tous expérimenté ça. Eux, ils voulaient que le tapis de sport, par exemple, ou les poids, on puisse les avoir dans la maison et que ça fasse partie, tout ce qu'on met dans une maison et qu'on rend visible aux gens qui viennent nous voir, qui rentrent chez nous, c'est aussi des symboles de statut, c'est-à-dire que c'est la manière dont on veut être perçu, c'est ce qu'on veut donner à montrer de notre personnalité, de qui on est. Donc, ils voulaient que le matériel de sport puisse rentrer également dans ce cadre-là. Le truc, c'est qu'arrivé sur le marché du matériel de sport, on arrive sur un marché qui est hyper saturé et que se faire une place là-dedans avec, en plus, se mettre la contrainte de fabriquer, dans une démarche responsable, de fabriquer localement, ça fait beaucoup de choses à surmonter. L'objectif de la mission pour nous, afin de les aider à réussir ce challenge, c'était de créer un produit qui soit iconique. Typiquement, un produit qui soit instagrammable. Que si on prend une photo du produit, si on se prend en photo avec le produit, qu'on puisse reconnaître le produit, qu'on ait envie d'aller chercher et qu'on ait envie, par un mécanisme d'influence, d'avoir ce produit et de se montrer avec ce produit. Le challenge, ça a été de bien écouter et de bien comprendre la cible de consommateurs, de faire beaucoup de pistes de recherche créative et d'avoir quelque chose d'assez unique également en termes de process de fabrication. Si on partait sur les process traditionnels, on allait avoir un matelas qui allait ressembler à peu près aux autres. Là, on a réussi avec un transfert de technologie. C'est des process qui viennent de l'industrie textile, où on vient thermoformer une mousse thermoformable dans une presse avec un textile en surface. Souvent, ça se fait sur des épaisseurs très très fines pour faire des vêtements, principalement dans le luxe. On a des entreprises qui le font en Italie, il y a des entreprises qui le font en France. On a réussi à détourner ce process pour en faire un matelas qui correspond en termes de performance à ce qui était attendu et qui du coup a un style, un look complètement différent. Et la marque qui l'accompagnait permettent de proposer ce produit à sa cible de clientèle afin de leur permettre d'affirmer leur statut. Donc, c'est-à-dire qu'avoir ce produit, ça permet de montrer qu'on est d'une certaine manière un esthète ou qu'on a une esthétique, qu'on est cultivé sur le volet de l'esthétique, qu'on a une culture fine du marché, des innovations, de ce qui se passe sur le marché du fitness et de se montrer comme étant différent. Le produit a été lancé en tout début d'année. Ils ont réussi un crowdfunding à 150%, quelque chose comme ça. Et ensuite, au bout d'1 mois après le lancement, ils avaient déjà vendu 200 tapis et ils étaient juste en passe de rentrer au Bon Marché, aux Galeries Lafayette et dans plein de grands distributeurs. Donc pour nous, ça montre qu'on a réussi à aller dans le bon sens.
Et le tapis se vend à peu près 5 à 6 fois plus cher qu'un tapis de milieu de gamme, à peu près le double d'un tapis haut de gamme. Et pourtant, on a réussi à lui trouver son marché, on a réussi à faire la place pour le Made in France dans ce cas-là. Réussir à créer de la valeur, c'est un premier point. Réussir à faire passer du Made in France ou des matériaux plus responsables, c'est déjà un premier challenge. On sait également qu'il faut qu'on travaille sur la durabilité. Alors il y a la durabilité en tant que qualité de matériaux, mais le plus gros challenge sur la durabilité, c'est principalement combien de temps est-ce qu'on va utiliser les produits. Le constat, c'est qu'on va arrêter d'utiliser les produits bien avant qu'ils soient inutilisables. Pourtant, si on veut continuer à créer de la valeur, parce que notre économie, toutes les marques reposent sur un système de création de valeur, si on veut continuer à garder ce mécanisme-là, il faut absolument qu'on réussisse à garder ça avec moins de ressources matérielles. Donc, soit qu'on crée beaucoup de valeur du premier coup, soit qu'on réussisse à créer de la valeur sur le long terme. Si on crée de la valeur sur le long terme, ça veut dire réussir à avoir par exemple un marché de l'occasion très dynamique. Ça, on a beaucoup d'outils qui ont valorisé ça, des Vinted, des Le Bon Coin et toutes les plateformes hyper spécialisées pour chaque niche qui ont réussi à amener cette valeur sur une unité matérielle qui va profiter à plein de différents acteurs. Le problème, la limite de ça, c'est qu'un produit, si on sature son marché, d'un coup, il va se mettre à perdre sa valeur, au moins sur le marché de l'occasion. On le voit par exemple, il y a 1 an à peu près, le marché du cycle était hyper dynamique, il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres, ce qui fait que les prix d'un vélo d'occasion étaient égaux, voire supérieurs au prix d'un vélo neuf. Aujourd'hui, le marché a réussi à produire pour cette demande, et on se retrouve avec du surstock dans tous les magasins qui se mettent à brader et du coup beaucoup trop de vélos sur le marché de l'occasion, et ce qui fait que personne vend son vélo et que indéniablement les prix chutent. Donc comment est-ce qu'on réussit à créer cette valeur? C'est en évitant d'avoir trop de produits, donc d'une certaine manière avoir une exclusivité sur le produit. Et ça, l'exclusivité, c'est quelque chose qui se crée tout simplement avec une stratégie adaptée. Pour parler exclusivité, je vais vous présenter rapidement, c'est une histoire qui peut être un peu longue, donc je vais essayer de faire vite, le travail qu'on a pu faire avec DAB Motors. DAB Motors, c'est une marque aujourd'hui de moto électrique. Ils sont venus nous voir, c'était une marque de moto thermique, ils avaient un modèle de moto homologué, mais ils avaient vraiment l'ambition de devenir un acteur influent du marché de la moto qui secoue une industrie hyper traditionnelle et qui amène vers le futur, qui amène vers l'innovation et qui soit vraiment un leader d'opinion. Pour ça, on a dû faire une analyse très très précise du marché pour voir où est-ce qu'on avait des opportunités d'innovation, qu'est-ce que faisaient les concurrents, qu'est-ce que faisaient ceux qui réussissaient, qu'est-ce que faisaient ceux qui avaient raté, et ensuite trouver ces opportunités. De ces opportunités, on a créé un panel utilisateur. On a eu plusieurs panels, mais à la fin, une fois qu'on avait trouvé notre opportunité, on avait un groupe de 15 personnes qu'on questionnait, et on avait besoin de connaître toutes leurs inspirations, toutes leurs aspirations, qu'est-ce qui allait faire qu'ils allaient aimer un produit, qu'ils allaient aimer une marque. Première chose à faire, on a recréé une marque qui soit inspirante, c'est-à-dire qu'une marque qui raconte une histoire, une marque qui touche les valeurs de sa cible de clientèle, ce qui fait que cette marque, quoi qu'elle amène derrière, les gens achèteraient chez cette marque. On a tous des comportements, on a tous un attachement avec des marques. Si on amène une innovation sur un marché, si l'innovation est bonne, elle va rencontrer son marché, mais très rapidement, elle va être copiée, parce qu'il y aura forcément un acteur plus gros qui va se dire « Ok, ça marche, ils ont fait la preuve du marché, on peut y aller ». Une fois qu'elle est copiée, la seule raison qui fait que vos consommateurs continueront à acheter chez vous, c'est votre marque. Donc on a refait ça, storytelling, identité visuelle, toute une direction artistique très précise. Une fois qu'on l'a mise sur le marché, on a eu beaucoup de succès, ça a redynamisé les ventes, on a réussi à toucher la cible de clientèle qu'on avait en objectif. Mais on savait par contre qu'on n'avait pas du tout le bon produit, vu qu'on avait une moto thermique un peu style old school custom builder, alors qu'on voulait toucher des innovateurs. Donc on a redessiné un nouveau produit avec exactement le même process, questionner pas l'utilisateur, différentes pistes créatives, et on a avancé de manière itérative. Ce produit, vous le voyez ici en version Burberry, parce qu'on a donc fait une communication sur un concept. On a décidé d'aller sur un concept pour valider le marché, pour montrer une vision et pouvoir ensuite aller sur une industrialisation, forcément qui allait demander une levée de fonds. Ce concept a attiré déjà la presse internationale, mais a également attiré d'autres marques pour des collaborations. Et donc Burberry s'est rapproché de DAB Motors. Ils devaient faire une collaboration avec KTM initialement. Ils ont préféré la faire avec DAB Motors pour justement toute cette histoire et toute cette exclusivité et toute cette identité, ce storytelling qu'on avait créé autour de la marque.
Et donc, on a créé une série limitée de 20 motos Burberry qui se sont vendues, qui ont été montrées dans tous les flagships Burberry autour de la planète, ce qui a donné énormément de visibilité à DAM Motors. DAM Motors, aujourd'hui, ils ont annoncé il y a 2 semaines qu'ils venaient d'être rachetés par Peugeot Motorcycle. Donc, c'est une belle suite qui va leur permettre d'arriver avec ce produit sur le marché et de s'ouvrir à un marché plus grand en essayant de garder toujours la valeur de leurs produits. Point numéro 3, je voulais refaire juste un petit point sur l'innovation d'une manière générale, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir et qui sont un peu bloquées dans leur stratégie d'innovation, parce qu'on a peur de mal faire, on ne sait pas trop quel objectif mettre, quelle ambition mettre en face de chaque type d'innovation. Donc je me permets de remettre cette courbe. Donc cette courbe, c'est une loi normale qui illustre le comportement d'adoption d'une innovation par un groupe de population. Et en fait, tout se passe toujours de cette manière, c'est-à-dire qu'on divise en secteurs. Le premier secteur, c'est les innovateurs. Le deuxième secteur, on appelle early adopter. Le troisième, majorité précoce, majorité tardive et retardataire. Typiquement, les innovateurs, ça va être... déjà, avant même de commencer dans le détail, on peut tous être un innovateur dans un domaine, un early adopter dans un autre domaine et un sceptique ou un retardataire dans le dernier domaine. Par exemple, moi, sur les chaussures, je suis peut-être dans la catégorie early adopter, mais sur le skateboard, je suis très probablement en retardataire ou en majorité tardive. Et on a tous des comportements différents là-dessus. C'est-à-dire qu'un early adopter n'est pas un early adopter pour tous. On peut être early adopter pour certains sujets et pas pour d'autres. Les innovateurs, typiquement, c'est les gens dans la mode, c'est des gens qui, si vous allez dans les très très grandes villes, qui vont être habillés comme des ovnis et vous allez absolument... La plupart des gens vont même pas comprendre dans quel monde ils vivent dans leur tête. Mais dans la technologie et la mobilité, par exemple, c'est les premiers à avoir pris des gyroroues, les monowheels et toutes ces choses-là. C'est des gens qui aiment les choses extrêmement radicales. Les early adopters, ils vont aimer un autre type de produit. Ils vont aimer des produits qui sont un peu dérisqués d'une certaine manière, comme le tapis Hercule dont je vous parlais tout à l'heure, la moto DAM Motors. On est plutôt sur ce type de personnalité. Ils vont vouloir s'affirmer comme différents, mais s'affirmer comme différents sur des tendances qu'ils savent émergentes et qu'ils savent en avance sur leur temps. Donc en fait, une innovation, elle va forcément exister au côté innovateur. C'est-à-dire qu'il y a eu des motos électriques bien avant DAM Motors. Ces motos électriques, c'était un peu des ovnis à l'époque, et tous les gens du marché de la moto les détestaient parce que c'était tout sauf la culture de la moto. Eux, c'est les majorités tardives ou les retardataires. Ça a pris un peu de temps et ça a fini par toucher un peu plus de monde. Et aujourd'hui, on en est à peu près à la phase early adopter. On commence à avoir des premiers produits qui ont beaucoup de storytelling, qui sont un peu des faire-valoir et qui permettent à des gens de tester une nouvelle expérience et s'affirmer en tant que tel. La majorité précoce, c'est là où vous allez trouver des gros marchés. C'est-à-dire que si vous sortez un produit pour des innovateurs, vous pouvez faire un gros produit de storytelling pour que votre marque raconte une histoire incroyable, inspirante, mais personne ne va l'acheter. Donc vous n'allez pas gagner d'argent sur ce sujet-là. Par contre, si vous réussissez à toucher la majorité précoce, là, vous avez un gros marché et c'est là où vous pouvez générer beaucoup de valeur. Par contre, attention, majorité précoce, on ne veut pas avoir l'air d'ovni, donc ça ne sert à rien d'amener quelque chose de trop radical. Il faut qu'on se base sur des tendances qui sont émergentes, qui sont déjà au stade early adopter et qu'on l'amène d'une nouvelle manière, mieux packagée pour l'étape d'après. Typiquement, Apple est le roi de la majorité précoce, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des produits qui existent déjà. Les casques de réalité augmentée, casques de réalité virtuelle existent déjà, mais quand c'est Apple qui le sortent, ils touchent une nouvelle cible de clientèle. Et après, majorité tardive et retardataire, ceux-là, quand on parle d'innovation, dans tous les cas, nous intéressent pas beaucoup, mais il y a quand même plein de choses à dire. Le piège, c'est de se dire que si on a une bonne idée, qu'on a une super idée hyper innovante, on va rencontrer un super marché. Ça, c'est sûr que ce n'est pas vraiment là que se retrouve la valeur, parce que quand le temps pour une idée est arrivé, vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Et la solution, ça va être de maîtriser sa stratégie d'innovation. Je me suis trompé de bouton. Hop. Donc là, un exemple un petit peu plus rapide que DAM Motors, Sana, c'est un entrepreneur de la région qui est venu nous voir en nous disant, voilà, moi j'ai une technologie, j'ai un produit qu'on met au plafond des grandes surfaces qui permet de purifier l'air UVC. Forcément, on était post-Covid, la qualité de l'air est une tendance très émergente et on est en train d'arriver gentiment de early adopter vers early majority. Et donc, il nous dit, ben voilà, ça c'est un produit industriel, moi j'ai besoin de le réinventer pour une autre cible de clientèle, pour une cible de clientèle de professionnels, d'open space, de banques, de commerce, avec assez haut de gamme et qui veulent pouvoir assurer la qualité de l'air et pouvoir montrer aux gens d'une manière distinguée qui prennent soin aussi de leur santé.
C'est un projet qu'on a mené en collaboration avec Jean-Louis Razzoki. Et du coup, aujourd'hui, on a réussi à l'industrialiser en France, chez un de nos partenaires industriels vers Orléans. Et on prépare également une chaîne d'assemblage directement au Pays Basque. Pareil, on est sur la purification de l'air. À l'Estia, je sais que vous avez des purificateurs d'air pour les grands rassemblements comme ça. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui reste assez confidentiel. Et pour le passer à l'étape d'après, c'est là qu'il faut le repackager, le repenser, lui redonner une nouvelle identité pour toucher la sensibilité d'une nouvelle verticale. Bon, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais si je veux tenir un peu le timing, je vais continuer à avancer. Un dernier point, c'est peut-être le point le plus en avance, mais en même temps le plus important, c'est celui du business model. Parce qu'on peut faire toutes ces améliorations, mais si on veut avoir un vrai gros impact, il faut absolument qu'on repense le business model derrière les pratiques. Ce business model, je ne vais pas l'inventer. De toute façon, nous, les designers, on n'invente pas des choses. On se sert du travail de la recherche, on se sert du travail des ingénieurs, on se sert de plein de travail. Et notre force, ça va être de réussir à l'amener à le faire accepter par le marché. Ce qui est déjà une bonne responsabilité. Donc on partage la responsabilité avec les autres corps de métier. Du coup, l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vendre, non pas un produit, mais on va vendre son expérience. Mais par contre, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on va concevoir des produits pour qu'ils puissent vivre plusieurs cycles de vente ou plusieurs cycles d'utilisation. Donc on a parlé de la seconde main, c'est plusieurs cycles de vente, mais après on peut aussi parler de la location court terme, donc c'est-à-dire qu'on va fabriquer une fois un produit et derrière il faut qu'il soit hyper robuste pour pouvoir être utilisé énormément pendant de nombreux cycles. Mais on a aussi un autre modèle qui est celui du leasing avec le reconditionnement, c'est-à-dire qu'on va vendre un produit une première fois en sachant très bien qu'on va le récupérer au bout de 3 ans, qu'on va enlever toutes les pièces d'usure, qu'on va le reconditionner et qu'on va le renvoyer pour un nouveau cycle. Le piège, c'est de penser que c'est encore simple de lancer un produit hardware. Un produit hardware, ça représente des investissements énormes et du coup, c'est hyper compliqué pour des petites structures de lancer ce type de produit. Aujourd'hui, penser un produit et penser un marché en leasing, c'est quelque chose qui ouvre des nouvelles portes pour les entrepreneurs. Par exemple, Sana, aujourd'hui, ils savent que leur modèle économique, il est viable uniquement s'ils font du leasing parce qu'on a conçu de très grande qualité, on a conçu facile à reconditionner et ils ont tout intérêt en payant. Je dis c'est des valeurs types, mais si on met 1 000 € dans une fabrication, mais qu'on sait que le produit, on pourra le vendre que 1 500 €, son premier cycle, il est absolument pas rentable. Mais si on le récupère ensuite pour 0 et que ça nous coûte que 300 € de le reconditionner pour qu'il reparte, c'est là où ça commence à être intéressant. Donc il y a vraiment toute une logique là-dessus. On a modélisé pour plusieurs clients des modèles en leasing. Pour illustrer ça, c'est un projet, je vous le montre un peu en avant-première. Decathlon m'a donné l'autorisation, on va faire une grande communication sur le sujet. C'est un concept d'hydrobike. Donc l'objectif de Decathlon est toujours de favoriser l'accessibilité du sport, d'amener plus de monde à pratiquer. Pour ça, il y a le côté expérience, mais il y a aussi tout un côté éducatif et il y a aussi assurer la sustainability du business en lui-même dans la durée. Et donc d'aller de la volonté de faire des projets pilotes sur l'économie de la fonctionnalité. Pareil, je pourrais vous en parler assez longtemps. Rapidement, la plupart des utilisateurs sont à l'aise à faire du vélo. Il y a beaucoup moins de gens qui sont à l'aise ou en conditions physiques pour se tenir debout sur une planche avec une rame, pour réussir à aller loin et pour se sentir en sécurité. Si on réinvente cette expérience, derrière, il y a des gens qui seront capables d'aller plus loin et de profiter de la nature pour mieux la respecter. Également de permettre de faire du sport pour être en meilleure santé et bien sûr le côté éducatif de se dire ce produit a été conçu entièrement pour un usage en location. Donc il a des nouveaux codes et on commence à éduquer les gens au fait que dans un futur proche, on va changer notre mode de consommation de l'article de sport. Donc, on a tout intérêt à commencer avec des projets pilotes. Tout ça pour dire que une marque peut amener des innovations, même si ce n'est pas directement pour être un profit immédiat à une marque. C'est-à-dire, les budgets de communication, de marketing sont énormes dans énormément de marques. Il y a moyen de mutualiser des budgets de développement produit et de communication pour ce type de projet. Pour faire le lien, et je terminerai là-dessus, avec l'industrie textile, je n'ai pas de regarder le timing, pour faire le lien avec l'industrie textile, venant du design industriel, le hardware implique des gros investissements, donc par nature, on va toujours
se concentrer à avoir un produit qui peut durer très longtemps dans le temps pour pouvoir amortir ses investissements. Par nature, l'industrie textile est devenue vraiment maître dans la création de la désirabilité et de la mécanique de la désirabilité pour pouvoir à chaque nouvelle saison recréer du désir. Et ça a énormément amené au design industriel parce qu'on a pu renforcer nos visions sur les marques, renforcer la désirabilité sur les produits. Aujourd'hui, c'est probablement l'inverse qui peut aider, c'est-à-dire que l'industrie textile puisse s'inspirer des pratiques du design industriel pour réussir à avoir des produits qui vont durer plusieurs collections, à avoir des basiques, à avoir des produits à forte valeur ajoutée et avoir des modèles économiques qui vont avec. Et pour ça, on a une infinité d'outils digitaux, numériques, de technologies industrielles, de technologies d'études de marché qui peuvent nous aider et qui ouvrent aujourd'hui énormément de portes. Et de technologies de recyclage, bien sûr, comme Ossetia, que vous visiterez tout à l'heure. Voilà pour moi. Merci beaucoup. C'était très riche, très dense. Je pense que ça peut susciter des questions pendant une demi-heure, mais malheureusement, on a peut-être seulement 2 minutes, donc une question et une réponse rapide pour qu'on puisse céder la parole à Jérôme Douce qui attend son tour avec impatience et qui devra de toute façon réduire légèrement sa présentation. Ayant commencé en retard, ça ne sera pas de la faute de personne. Tous les intervenants ont tout à fait respecté le timing, y compris Florian. J'ai essayé de parler le plus vite possible. Ouais, c'était super, on a tout compris. Des questions peut-être dans la salle? Ou une question en tout cas? C'est pas grave s'il n'y a pas de questions. Bon, je vais peut-être dire un mot alors, mais ça va pas durer 2 minutes. C'est simplement, c'est vraiment intéressant ce que vous avez présenté. Notamment, c'est parce que ça fait écho à ce qu'on a discuté tout au long de la journée. D'un point de vue économique, moi je suis économiste, c'est vraiment l'économie de fonctionnalité dont on parle, c'est-à-dire la façon dont et on n'a pas besoin de posséder le produit pour en avoir un usage qui est l'usage que l'on souhaite. Donc on a bien vu sur les différents produits. On se dirige de plus en plus vers le leasing, vous en avez parlé, mais en fait, c'est un modèle qui est applicable à une infinité de produits et ça permet de résoudre un grand nombre de problèmes, puisque la maintenance reste du côté du producteur, et donc il y a tout la réusabilité dont vous avez parlé, et puis le fait qu'on puisse gagner, non pas sur le premier cycle, mais sur la totalité de la durée de vie du produit, et donc ça associe aussi très fortement l'image de marque. Donc la marque devient essentielle dans la qualité et dans la durabilité des produits. Donc c'est vrai que c'est tout un sujet, donc je vous renvoie aux travaux de Dominique Bourg, que vous connaissez peut-être, et qui est fait de l'économie de la fonctionnalité. Donc ça m'inspire ça, et je pense que c'est un sujet assez fondamental dans cette histoire, qu'on n'ait pas besoin de posséder le bien pour en avoir un usage qui est l'usage que l'on souhaite et pas autre chose. Donc, et ça garantit du fait que ce soit le producteur qui possède pour toute la durée de vie le produit, ça lui garantit aussi une certaine durabilité. Bon, désolé, c'était un commentaire annexe par rapport à ta présentation. C'est très pertinent et c'est vraiment juste l'histoire que si on reprend la courbe que je montrais tout à l'heure, aujourd'hui l'économie de la fonctionnalité, on est probablement juste au stade innovator, mais ça participe au storytelling comme tu le disais très bien il faut juste attendre, se préparer et on va faire les vases communicants progressivement comme chaque innovation. Merci beaucoup. Il y a plein d'exemples et ça en était des très très bons. Merci Florian. Je passe la parole en courant à Jérôme Douce qui court